Chaque année, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, soumet au Conseil de sécurité et aux amis du Sahara, c'est-à-dire l'Espagne et les 4 membres du Conseil de sécurité à l'exclusion de la Chine, France, Angleterre, Russie et États-Unis d'Amérique, un rapport sous forme de synchronie d'un certain nombre d'événements qui se sont déroulés depuis octobre dernier. L'année dernière, on avait fait une lecture de ce rapport et on avait établi une sorte de méthode de lecture dans la mesure où nous avons fait une lecture politique, économique et militaire de ce que le secrétaire général des Nations Unies a pu constater dans cette région du globe. Même rapport cette année, vous allez me dire, est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Et je dirais même qu'il y a du nouveau tout en nuances, dans la mesure où, bien sûr, c'est un rapport diplomatique fait par des diplomates qui ne se prononcent pas toujours de manière tranchée sur les questions, mais qui essayent de passer des messages, et ces messages sont bien passés. Bien sûr, il y a des nuances qui relatent un petit peu l'état d'esprit, et je pense que nous allons retrouver dans l'analyse politique du secrétaire général, quelque chose de, à mon sens, plus poussé en termes de prise de position de la communauté internationale sur ce dossier, à travers un découplage de plus en plus patent entre ce que nous pourrons appeler l'autodétermination d'un peuple ou d'un groupement et un processus référendaire. Nous allons y revenir à la fin de cette chronique. Mais commençons par l'aspect militaire comme toujours. Et là aussi, nous allons pouvoir vous annoncer qu'à la lecture de ce rapport, il apparaît à l'évidence qu'il y a une maîtrise de plus en plus meilleure du territoire. Elle était bonne auparavant, mais meilleure du territoire de la part des forces armées royales. Avec peut-être une nouveauté, l'introduction des 2 côtés de manière plus importante des drones, de la part du Polisario, des drones, disons, entrée de gamme de surveillance, cela a été relaté par la MINURSO, et de la part du Maroc, bien sûr, des drones beaucoup plus élaborés de surveillance et même d'attaque en cas de besoin, et cela a été le cas puisque maintenant le Polisario, d'après même ses propres déclarations, éprouvent beaucoup de difficultés à avoir de la mobilité dans ce qu'ils considèrent comme la partie qui lui revient. Est-ce que le Polisario a pris comme la peine de dire combien il a fait d'attaques? Bien sûr, de ces moyens de propagande disent qu'il en a fait par centaines. En fait, l'essentiel de ce qu'il a fait s'est concentré dans une zone qui s'appelle Mehbes. C'est, d'après même les statistiques qui ont été établies, 60% ou 65% de ces opérations se sont concentrées sur cette zone, peut-être de manière à ce qu'il assure un certain confort et une certaine prudence. Qu'est-ce qui a fait que maintenant peut être relaté dans cet aspect militaire d'intéressant? L'intéressant qui est apparu à travers le langage du secrétaire général et à travers aussi les analystes, c'est qu'il y a une reconfiguration de la tactique militaire dans cette zone. L'utilisation des drones, bien sûr, a introduit dans tout conflit, que ce soit en Azerbaïdjan, même en Ukraine, mais surtout en Azerbaïdjan et l'Arménie, une reconfiguration de la tactique militaire qui est semblable à celle qui a été le Blitzkrieg du général stratège allemand von Manstein, qui avait établi une nouvelle tactique militaire de concentration de la puissance de feu sur un point particulier de manière à pouvoir opérer des brèches. C'est important et ça dénote que nos forces armées royales sont à la page et ont la capacité maintenant d'établir
une sécurisation totale de la zone. Cela a été pratiquement reconnu par le secrétaire général qui disait que de toute façon, le MINURSO se promène comme il souhaite dans la zone contrôlée par les Marocains et a beaucoup de difficultés à se mouvoir dans l'autre zone. L'autre zone qui est restreinte, bien sûr, ce n'est pas les mêmes dimensions, mais c'est à relever. Donc, du point de vue militaire, il y a de quoi être satisfait, nous, en tant que Marocains. Mais il y a aussi de quoi être satisfait aussi du point de vue économique et, disons, constat de développement économique de la région. Nous avons eu toute l'année l'occasion de le répéter. Le Maroc fait un effort substantiel de développement dans cette région. Les populations locales s'impliquent et participent au développement économique. Mais c'est toujours bon pour la communauté internationale, nous y reviendrons sur le pourquoi, de connaître ce que pense l'envoyé personnel du secrétaire général. Et effectivement, Stéphane de Mistura nous a, disons, a fait comprendre au secrétaire général des Nations Unies qu'effectivement, il a été frappé par le niveau de développement de ces zones, en termes d'infrastructures, en termes de création d'entreprises, d'activités économiques, d'implication de la population dans l'activité économique, de création d'emplois, de richesses. Bien sûr, il n'a pas manqué de lire que de toute façon, en termes de PIB, ces zones sont à la pointe du Maghreb et peut-être de la région Afrique du Nord et Sahel. C'est des choses importantes parce que rapporté à une autre remarque que malheureusement nous avons déjà faite la fois dernière, c'est-à-dire que dans les camps de Tindouf, il y a des manifestations patentes de famine, de sous-nutrition. Où vont les aides données par la communauté internationale? Ce qui se passe là-bas est criminel, et le terme n'est pas fort, à l'égard de nos compatriotes qui sont retenus dans une vaste prison à ciel ouvert, nous le disons et nous le répétons, privés de statut de réfugiés, privés de passeport, parce que, soi-disant, il y a une volonté de demander un statut à cette zone dans leur esprit et une volonté de créer un État. Chimère. Et chimère d'autant plus importante que nous allons attaquer le troisième volet, c'est-à-dire le volet politique et diplomatique. Il est apparu à l'évidence, et le secrétaire général l'a dit, que le processus proposé par le Maroc, la proposition d'autonomie, acquiert de plus en plus un soutien au niveau international, qui se décline sous forme d'ouverture de consulats, d'appui politique, de déclarations conjointes, et aussi d'autres pays qui ont poussé la volonté politique à faire notamment une déclaration de reconnaissance de souveraineté. Il y a bien sûr les États-Unis d'Amérique, mais cette année, l'État d'Israël a aussi pris cette décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses territoires. Cette reconnaissance de l'État d'Israël est importante parce qu'elle donne une dynamique à un certain nombre de pays qui ne comprennent pas un petit peu la réalité des enjeux et peut-être ils entretiennent dans leur esprit une confusion qui maintenant, et nous y arrivons, est de plus importante à établir et à essayer d'expliquer. Est-ce que le Maroc refuse l'autodétermination? Non, le Maroc donne l'autodétermination à ces groupements de population à travers la proposition de sa proposition d'autonomie. La Charte des Nations Unies définit l'autodétermination, l'attitude donnée à un groupement d'individus ou à un peuple à pouvoir gérer ses affaires de manière libre et de manière participative. Donc,
le processus en lui-même est toujours selon les Nations Unies. Nous sommes dans notre proposition d'autonomie qui, c'est à relever, est un processus ou une proposition soumise même à quelques modifications et améliorations de la part des uns et des autres. Ce n'est pas figé depuis 2007. Non, le Maroc est disposé à discuter, à donner plus, à voir quels sont les moyens de donner mieux, dans le cadre, bien sûr, de la souveraineté marocaine. Est-ce que l'autodétermination est couplée nécessairement au processus référendaire? C'est là où les Nations Unies ne sont plus tombées dans le piège et écartent le processus référendaire dans la mesure où ils ont remarqué l'impossibilité de le réaliser parce que la base qui va participer à ce référendum n'existe plus. Que ce soit dans les camps de Tindouf, il y a un énorme brassage de population venue du Sahara, bien sûr, mais venue aussi de la Mauritanie, du Tchad, des ensembles Touareg, du Niger et de l'Algérie. Comment faire le tri entre cette population qui se déclare soi-disant sahraoui? Le Maroc aussi a tout à fait légitimement fait rejoindre ou s'est opéré en ce sens-là un processus de regroupement des populations qui étaient parties vers le nord quand il y avait le colonialisme espagnol et qui en sont tout simplement retournés à leur base après la libération. Je pense particulièrement aux tribus d'Ouled Dedline qui étaient dans le Harb, un certain nombre de tribus sahraouis et d'origine sahraoui, elles sont nombreuses. Donc le processus référendaire a été écarté et c'est pour cela que nous avons assisté cette année à, disons, une montée en puissance de la hargne de notre voisin algérien qui, refusant bien sûr de s'asseoir autour de tables rondes telles que demandait le Maroc, refusant de paraître comme impliqué, refusant de dire que c'est lui qui commande le Polisario, a laissé dire au secrétaire général des Nations Unies dans le rapport que finalement, certes, l'Algérie se déclare comme observateur, mais il a ajouté qu'il faut reconnaître que c'est un observateur très impliqué. Manifestation de lassitude de la part du secrétaire général sur l'attitude algérienne. Attitude algérienne qui, même au niveau international et au sein de la communauté internationale, commence à agacer. Dernièrement, dans une sortie qui maintenant peut-être va devenir mémorable, le président algérien s'en est pris à l'Inde, les Émirats, Israël, le Maroc, la France, l'Espagne. Il va finir par s'en prendre à tout le monde. Suffit. Le Maghreb n'a plus besoin de ça. Il faut voir l'avenir. Il faut essayer de construire ensemble quelque chose de sérieux et qui est dans l'intérêt de tous nos peuples. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies est un rapport, disons-le, bon pour le Maroc. Il reconnaît les réalisations, il est apte à éclairer mieux les enjeux à la communauté internationale et nous pousse encore et encore à multiplier notre effort pour pousser ceux qui ne sont pas encore convaincus d'ouvrir mieux les yeux sur les réalités et d'essayer de convaincre encore et encore nos amis pour qu'on puisse arriver un jour à un niveau d'adhésion pratiquement total de la communauté internationale. Ce sont donc de bons jours pour notre cause nationale. Bien sûr, nous avons été attristés par le séisme, mais autre chose est à venir et autre chose viendra de meilleur pour ce Maroc qui essaie de construire son avenir. La Coupe du Monde, une meilleure perception de nos causes nationales, disons-le, il faut maintenir le cap.